prochain numéro, alors les enfants vont être à l'honneur cette fois-ci parce que nous recevons donc la troupe l'île logique. Donc c'est île et logique. Donc ce sont des clowns scientifiques donc, qui vont nous faire un numéro de clowns scientifiques. Moi je connais rien en mathématiques donc j'avais l'impression que c'était de mon niveau. Que j'avais l'impression d'être... ça me faisait retomber vraiment dans mon âme d'enfant, quoi. J'avais autour de moi des enfants qui étaient tellement heureux, en éclatant de rire et tout. C'était vraiment un bonheur, quoi. Voir le bonheur des enfants devant des questions prises de cette façon-là et qui en général les tracassent et leur font se gratter la tête en se demandant c'est quoi un chiffre, c'est quoi un nombre. Est-ce qu'on peut compter 0 pomme? Voilà, c'était très drôle, toute cette question qui met en jeu des questions théoriques très profondes. Le spectacle de l'île logique, moi j'ai trouvé ça excellent, mais je les avais déjà rencontrés, l'île logique. Je suis un fan. Très intéressant, c'est la façon d'abord dont ils arrivent à faire passer des petits messages, une forme ludique, une forme qui saute aux yeux, une forme qui captive l'attention tout de suite. Ils arrivent à faire passer même pas mal de choses et puis on a l'impression, on les voit s'interroger. C'est pas seulement une question de simplifier, c'est aussi une question de parler plus directement, avec un langage plus émotif, avec une réaction un peu on dirait épidermique face à la science. Il faut savoir ce qu'on ne comprend pas, savoir pourquoi ça nous échappe, savoir ce que l'on sait et savoir ce qu'on ne sait pas, savoir ce que l'on cherche, tout est là, savoir ce que l'on sait et savoir ce qu'on ne sait pas, savoir ce que l'on cherche, tout est là. Si j'ai envie d'enfreindre ma liberté, et ben je peux, et ben ouais, et ben j'ai le droit, je suis libre. Ouais, je fais ce que je veux, si j'ai envie d'enfreindre mes libertés, je le fais. En les regardant, enfant, je voulais être clown. Et je me disais, les mathématiques, en fait, elles peuvent rejoindre le fait d'être clown. Alors, c'est très bien. Je pense que c'est un bon moyen d'attirer la jeunesse. Exprimez-vous librement. Bah ouais, voilà. Ouais. Je suis libre de faire ce que je veux. Je me noue, moi, de plein gré. Attendu que tout ce qui n'est pas interdit est obligatoire. Et en vertu du code du GMM, vous êtes condamné pour usage illégal des mathématiques, divulgation de pensée scientifique interdite et non-dénonciation de crime. Monsieur P, vous serez enfermé en cellule de psycho-retraitement. Alors je fais les abscisses, vous faites l'ordonnée. Hein? D'accord. Par exemple, si je suis là. Ah ben je suis là. Oui, et si je suis là. Ah ben je suis pas là. Et là, si je suis là. Ah ben là, je vais être plutôt... Vous aimez le Félix? Oh oui, parlons du X. Pour noter le rien, il n'y avait pas de symbole, on laissait un vide, un trou. Et grâce au zéro, on peut faire des comparaisons, bien mieux faire des équations, des inéquations, des études de signes, des irrigations. Les noms, alors les noms des signes, que je peux vous dire, c'est facile.
Alors j'espère que ce spectacle vous a donné plein d'énergie pour pouvoir assister à la suite. Et si c'est pas le cas, je vous invite à aller au goûter où il y aura des bananes, des lapins et des dinosaures, des renards pardon. Parce qu'il vous en faudra sûrement pour le prochain exposé qui risque d'être plus difficile. Donc on fait 20 minutes de break. Profitez-en, mangez bien et à bientôt. On commence par le générique. Bonjour, je m'appelle Cédric Aubouy, j'ai une formation en logique mathématique, j'ai enseigné les maths, mais je suis intermittent du spectacle depuis une quinzaine d'années et j'ai créé à cet égard la compagnie L'Île Logique qui propose des spectacles burlesques et clownesques à propos des sciences théoriques. Donc en fait tout ce que je vais vous dire là aujourd'hui est pas mal tiré d'un livre que j'ai écrit préfacé par Cédric Villani qui s'appelle À l'endroit de l'inversion. Alors on va essayer de voir quel rapport il y aurait entre le théâtre, le clown et puis les mathématiques. À cet égard-là, je vais, après une courte présentation de la compagnie L'Île Logique, je viendrai mettre quelques mots sur ce que j'entends par clown et démarche clownesque, parce que c'est pas toujours clair pour tout le monde. Au demeurant, je pense que le théâtre, oui. Et puis ensuite, ben voilà, on essaiera de voir ce qu'on peut faire avec les deux, quels sont les liens, les rapports entre le personnage du clown, l'archétype du clown et les mathématiques. J'essaierai à la fin de vous donner des exemples concrets de ce qu'on fait dans L'Île Logique et qui peut être tout ou partie, parfois peut-être reproduit en classe. Et puis bien sûr, à la fin, je vais essayer de garder un peu de temps pour répondre à vos questions éventuelles. Voilà, alors L'Île Logique, donc compagnie de théâtre burlesque, de clowns, qui se tourne vers les sciences théoriques. Alors, bien sûr, c'est du théâtre pour expliquer la science, hein. On n'utilise pas la science pour faire du théâtre, comme le ferait par exemple un magicien, j'en sais rien, ou Jean-Michel Jarre. Donc l'idée, c'est pas d'utiliser les techniques de la science, mais c'est d'utiliser le théâtre pour pouvoir parler des mathématiques, entre autres. Alors, pourquoi le choix des sciences théoriques? Parce que si on regarde les sciences appliquées, les sciences concrètes, par exemple, qui vont consister à fabriquer des ponts, des voitures ou des ordinateurs, en général, ça relève d'une espèce d'insatisfaction parce qu'on essaye d'améliorer le monde, parce qu'il n'est pas assez bien, alors on veut faire du progrès. Mais ça, c'est pas la même chose que les sciences abstraites qui, elles, les sciences théoriques, elles essayent, ça tient à l'émerveillement, en fait. On regarde les choses, on regarde le monde et on essaye simplement de le comprendre. Donc ça, c'est quelque chose, moi, qui m'intéresse beaucoup et c'est pour ça qu'on se tourne vers la science théorique. Et on se tourne aussi vers les sciences théoriques pour une raison importante, c'est que ça touche à l'imaginaire, parce que ça n'existe pas. Et donc ça, c'est quelque chose que je trouve très important et qui, bien sûr, donne et trouve beaucoup de place en rapport avec le théâtre. Donc voilà, L'Île Logique, on propose des spectacles pour essayer de montrer qu'on peut faire des mathématiques autrement, qu'on peut donner goût au raisonnement, à la démarche scientifique. Pour les jeunes et pour les plus âgés, on a des spectacles, on en a une dizaine. On a des spectacles pour les tout petits, petite section de maternelle. On en a pour les élèves de primaire, cycle 1, 2, 3, pour les collégiens, pour les lycéens, et même pour les étudiants. On a un spectacle sur les travaux de Galois et de Poincaré, qui peut aussi s'adresser d'ailleurs aux enseignants, pourquoi pas. Et puis par ailleurs, on propose aussi des ateliers de pratique de théâtre et mathématiques. Donc ça veut dire que par exemple, on peut venir dans une classe et dans cette classe, on va faire aux élèves des exercices de théâtre et mathématiques, et ça existe, j'essaierai de vous en parler tout à l'heure. Et puis à la fin, souvent, ils arrivent à créer des petites scénettes, voire un petit spectacle qui porte sur des sujets de mathématiques qu'ils ont vus en classe, comme, je ne sais pas, la médiatrice ou le théorème de Pythagore. Et ils essayent d'inventer des petites histoires. Voilà, donc c'est essentiellement ce que propose L'Île Logique, sachant qu'on fait aussi des concerts scientifiques, pourquoi pas des conférences, des animations, enfin voilà, on propose des tas de choses et tout ça, ça se trouve bien sûr sur le site de L'Île Logique.
Alors donc le clown. Bon, le clown, c'est pas évident à définir parce que, comme disait Bertil Sylvander notamment, le clown échappe à sa propre définition parce qu'en fait, dès qu'on essaye de l'enfermer dans quelque chose, il en sort. Donc c'est pas forcément évident de le définir, mais en tout cas, il faut surtout pas s'imaginer que c'est le personnage avec ses grandes chaussures, ses cheveux verts et son nez rouge. C'est pas du tout forcément ça. Hein. Le clown, en fait, c'est une espèce d'archétype, c'est selon moi, hein, un personnage qui est souvent exclu, qui est évidemment dans l'échec, hein, il rate, il a toujours des difficultés, le clown. Il est souvent dans le contraire, hein, et donc dans l'inversion. C'est un peu pour ça que bon, on n'arrive pas très bien à voir dans quel ordre, dans quel sens on regarde la caméra, puisque là je suis en train de regarder. Si je veux vous regarder dans les yeux, il faut que je regarde un petit point vert. C'est un peu bizarre. Et donc en fait, je fais le choix de regarder soit Ouria qui est là et qui m'accompagne, soit je me regarde moi-même en train de me regarder moi-même qui me regarde moi-même. C'est toujours un peu bizarre. Donc oui, le clown, il est dans l'inversion. Il est subversif, le clown, hein, aussi. Il fait des bêtises, il va de l'autre côté de la barrière, de ce qui est interdit, parce que ça permet de montrer la barrière. Il est sensible, il est dans la naïveté, le clown, souvent. Et donc, cette espèce de transgresseur on en trouve des clowns hein, dans toute l'histoire de l'humanité. En fait, dans chaque société, il y a souvent des gens qui font un peu le contraire de ce que font les autres. On a je sais pas, je pense aux fous au Moyen-Âge, par exemple, ou bien on peut avoir les Indiens Eyoka qui font les choses à l'envers, qu'on retrouve dans le film Little Big Man. On a aussi en Asie des fois des traces de sages qui cherchent le passage. Donc on trouve le clown dans l'histoire, on le trouve évidemment dans la littérature, dans le cinéma, hein. Nasreddin Hoja, les Shadok, le personnage de Donald, les films de Jacques Tati, évidemment Charlot, Louis de Funès, qui est un clown, un des rares clowns qui est antipathique. Hein. Personne n'a envie d'avoir un patron comme Louis de Funès, mais pourtant il a fait rire toute la France. C'est assez étonnant. D'ailleurs, le clown, oui, n'est pas forcément drôle. Hein. Il balaye toute la planète des émotions. Il peut faire rire, c'est bien s'il fait rire parce que ça dédramatise, mais il n'est pas forcément drôle. Et donc, je parlais d'adjectifs parce que ce sont souvent, en fait, nous, dans la vie, des situations clownesques qu'on rencontre. Je pense à une fois où mon fils, quand il était petit, il m'a dit « Papa, ferme la porte, je voudrais rentrer ». Bon, ben ça, c'est clownesque, on ne comprend pas. Ferme la porte, je voudrais rentrer, ça passe pas. Or, en fait, on comprend parce que pour une histoire de chat qui ne devait pas rentrer dans la maison, j'avais dit aux enfants, chez moi j'ai un sas pour rentrer, donc j'ai 2 portes. Et donc je leur avais dit que je ne voulais pas que les 2 portes soient ouvertes en même temps. Et bien lui, il était dehors, la porte extérieure était fermée, mais celle de l'intérieur était ouverte. Alors il fallait bien en effet, pour qu'il puisse rentrer, que je ferme la porte. Donc voilà, le clown, c'est des situations clownesques et tout le monde en a déjà rencontré. Et ensuite, évidemment, on peut le transposer et l'emmener dans le théâtre, c'est-à-dire le mettre dans le jeu, dans le corps, et en faire quelque chose, bien sûr, dans le spectacle. Mais pourquoi pas, évidemment, l'utiliser aussi quand on est enseignant, quand on donne des cours de mathématiques. Et puis même les élèves peuvent avoir des démarches clownesques. Alors, quel point commun on voit entre le clown et les mathématiques? Déjà, il y a une chose qui est importante, c'est que ça n'existe pas. Quand vous avez 17 cailloux dans votre poche, évidemment, vous avez des cailloux dans la poche et non pas le nombre 17. Quand vous dessinez un rectangle sur une feuille de papier, vous faites en fait la représentation d'un rectangle. Ça n'est pas un vrai rectangle puisqu'il n'est pas parfaitement droit, les angles sont pas droits, et puis vous avez une épaisseur, le rectangle n'a pas d'épaisseur. Donc en fait, les mathématiques, ça n'existe pas. Ça n'existe que dans la tête, c'est une représentation de l'esprit, voilà, c'est dans l'imaginaire. Et puis bien sûr, le théâtre, le personnage du clown aussi, va dans des situations imaginaires qui sont en rapport avec notre vie d'humain, mais qui sont imaginaires. Donc ce point commun donne énormément d'importance en fait au lien entre les deux. Je ne sais pas si je le dis bien, mais parce que ça rejoint aussi l'imaginaire en fait. Comment dire, le cerveau est beaucoup plus émotionnel que rationnel, en fait, on le sait. Et donc, les émotions et l'imaginaire sont des choses qui ont une place, selon moi, très importante, même quand on fait des mathématiques, qui pourtant sont complètement en elles-mêmes dénuées d'émotions. Hein. Il y a absolument aucune émotion dans les mathématiques, et puis il ne peut pas y en avoir, parce que de toute façon,
Assez bizarrement, c'est une des rares disciplines où tout le monde est toujours d'accord, en fait. Il n'y a pas de désaccord en mathématiques, finalement, puisqu'on peut toujours argumenter. S'il y en a un qui met le doigt sur quelque chose de faux, bon, ben, tout le monde est bien obligé d'aller relire le truc. Donc, même s'il n'y a pas d'émotion dans les mathématiques, en réalité, les émotions sont très importantes en maths. Quel prof n'a jamais vu un élève faire « Ah, mais oui, bien sûr !» C'est l'espèce d'eureka là, qui arrive comme ça quand la connaissance, la science, descend dans la conscience alors qu'elle vient de l'inconscience, sans avec la science. Et donc cet eureka, le fait de trouver les choses, ben, on peut aider des élèves, on peut aller dans ce sens-là, à développer cette démarche-là pour pouvoir favoriser justement l'intuition, par exemple. On pourrait parler de Poincaré, bon là j'ai pas trop le temps de développer. Et puis surtout cet imaginaire aussi, il faut à mon avis essayer souvent de s'affranchir des trucs de la vie quotidienne. Moi je suis souvent un peu exaspéré de voir le nombre de pièces d'euros qu'on a dans les livres de mathématiques, alors que c'est complètement injuste puisqu'on n'a pas de pièces de 3 euros ni de billets de 7 euros. C'est assez inégal, alors qu'en fait les enfants sont dans l'imaginaire. Dès le plus jeune âge, ils ont tout à fait la capacité d'aller, je ne sais pas, c'est pas du tout gênant en mathématiques. Si par exemple le capitaine du bateau a 357 ans, ça gêne pas ça en maths. Et donc il faut, c'est très important d'aller dans l'imaginaire. Pourquoi les enfants aiment les mathématiques quand ils sont au primaire? Souvent ils voient ça comme un jeu, et puis souvent il y a un problème, une espèce de décrochage qui vient quand on est au début du collège, peut-être avec la préadolescence, et où là il y a beaucoup plus de difficultés. Ben, peut-être que si on mettait plus d'imaginaire, des trucs, des sujets un peu fous, et ben peut-être que ça fonctionnerait mieux. Moi parfois j'essaye et ça peut fonctionner. Alors, il y a un autre point commun important entre clown et mathématiques, c'est la notion de problème. Souvent, je demande à des élèves « Est-ce que votre prof fait des mathématiques ?» Ils répondent « Oui ». Mais en réalité, c'est faux. Je leur dis « Bah non, c'est vous qui faites des mathématiques, parce que votre prof, elle ne fait pas des mathématiques, elle vous en fait faire. » Mais elle n'en fait pas, mais pourquoi? Parce qu'elle n'a pas de problème, en fait. Elle n'a pas de problème parce qu'elle connaît la réponse au problème. Or, on peut mettre en évidence que c'est très intéressant d'avoir des problèmes. Je prendrai qu'un seul exemple, c'est celui du sport. Pourquoi on n'a qu'un seul ballon pour 22 joueurs au football? Pourquoi le panier de basket est à 3,05 m de hauteur et qu'il est si petit? Ça serait tellement plus simple que chacun ait un ballon, ou alors qu'on ait un grand panier de basket par terre. Ben non, ça ne serait pas le sport. Donc en fait, on aime le sport parce qu'on se crée des problèmes pour avoir le plaisir de les résoudre. Et ben en mathématiques, on peut faire la même chose. Et bien sûr, le clown a des problèmes. Il a toujours un problème. Et c'est même pas seulement le clown, c'est tous les arts dramatiques. Il n'y a pas la moindre histoire, même en attendant Godot, même le mythe de Pénélope, où on a l'impression qu'il ne se passe rien. En fait, il se passe toujours quelque chose. Il faut des accidents dramaturgiques. Il faut qu'on puisse dire à un moment, quand soudain il se passe quelque chose, il faut... S'il n'y a pas d'accident dramaturgique, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de théâtre, il n'y a pas de clown. Donc les problèmes, c'est vraiment un point commun entre les deux qui est très important. Et ce qu'on peut faire justement avec le clown et le théâtre, c'est prendre un problème de mathématiques et d'aller le transposer vers le théâtre pour voir comment ce problème-là peut être traité. Je pense à une fois où, dans le spectacle Pile ou Face qu'on fait avec David, alors c'est pour des primaires, mais à un moment, on a les 10 chiffres écrits, de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 derrière, et on décide de les compter. Et ben, je vous assure que quand on met le doigt sur 0 en disant 1, quand on met le doigt sur 1 en disant 2, eh ben, les élèves ne sont pas d'accord, en fait. C'est marrant. Et quand on arrive à 9, ils disent non, il y en a 9. Et alors là, on compte les chiffres dans l'autre sens, de 9 jusqu'à 0, et là, ils sont d'accord qu'il y en a 10. Ça veut dire qu'il y en a 9 dans un sens et 10 dans l'autre. Alors, ça ne va pas. Ça leur pose des problèmes, ils réfléchissent, puis ils finissent par comprendre. C'est ça qui est amusant, c'est de transposer des problèmes dans des problèmes de clown. Comme par exemple de se questionner comment on fait pour compter jusqu'à 0. C'est pas évident, c'est une question. Une chose qui est un point commun qui est très important aussi entre clown et mathématiques, c'est l'absurde. Alors l'absurde, c'est cette manière qu'on a en mathématiques de démontrer une chose en prouvant que son contraire n'est pas possible. Ben, le clown, lui, c'est tout à fait ce qu'il fait. C'est-à-dire que quand on fait des sciences, ben, le clown, il va dans l'erreur, il se trompe, et il se trompe même encore plus. Il se plus que trompe, il pousse jusqu'au bout, jusqu'au mur, jusqu'au point que le public se dise « mais non, c'est pas possible ». Et du coup, ça incite le spectateur à réfléchir par lui-même pour se dire « mais il y a quelque chose qui va pas ».
le personnage se trompe. Je vois dans le spectacle Partons ici même, à un moment, on finit par dire que, par erreur évidemment, que l'éléphant est plus gros que la terre et qu'il est plus petit qu'une souris. Alors les enfants disent bah non, c'est pas ça. Là. Ah ben non, il est plus petit que la souris et plus gros que la terre. Donc en fait, on fait la même chose. Au passage, on fait la commutativité du et. Mais en fait, on n'a jamais dit la bonne réponse, alors qu'en fait, les enfants sont tous capables, évidemment, de comprendre cette relativité de la taille. Par exemple, si on veut expliquer la proportionnalité, ben, on peut très bien se mettre dans une situation qui n'est pas réaliste, où par exemple, ça serait dans un monde où il y aurait un personnage qui aurait une maladie et il aurait sa taille et son âge qui seraient proportionnels. Eh ben, on voit bien que c'est absurde, ça n'a pas lieu d'être, mais on voit bien tous les problèmes dramaturgiques que ça peut induire. Parce que si à 37 ans, il fait 120 mètres de haut, ben évidemment, il a des problèmes pour rentrer dans sa maison. Quelle est la taille de sa maison? Il écrase les voitures dans la rue. Ça donne du jeu, ça donne du contenu dramaturgique, parce qu'on s'est mis dans une situation inverse, mais évidemment, ça permet aussi de venir expliquer ce qu'est la proportionnalité. Donc voilà, je parlais des problèmes, hein, de l'absurde. On a aussi la naïveté. C'est très important, le lien entre le clown et Max et la question de la naïveté. C'est-à-dire, ça mène aussi à l'erreur. En fait, être naïf, c'est se laisser aller, c'est de pas bloquer, de se laisser tomber dans les pièges. Donc ça veut dire essayer de comprendre, d'accepter que c'est pas grave de se tromper, c'est pas grave, c'est bien d'être naïf. Souvent, par exemple, si on demande comment on demande l'heure à un sourd, bon, ben, la plupart des gens font comme ça, évidemment. Et après, si on demande comment on demande un peigne à un chauve, bon, ben, les gens font comme ça. Naïvement, c'est ce qu'on répond. Donc, ce qui est idiot, évidemment, puisque les chauves ne sont pas sourds. Aussi, par exemple, quand on demande si on fait une course de vélo et qu'on double deuxième, bon, ben, naïvement, on a envie de dire qu'on se retrouve premier. Alors qu'on n'a pas doublé premier, évidemment, on se retrouve deuxième. Mais la naïveté, accepter d'être naïf et de se laisser aller dans les pièges, c'est une chose qui me paraît importante, vraiment, parce que ça touche à accepter l'erreur. Or, l'erreur, elle est trop souvent culpabilisante. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de dire aux élèves que c'est bien de se tromper. Alors, peut-être pas les erreurs récurrentes. Moi, j'irais presque jusqu'à des fois, pourquoi pas mettre un point en supplémentaire quand il y a une très belle erreur, une erreur magnifique et constructive, ben pourquoi pas mettre un point aux élèves en fait, hein. Parce que le problème de cette erreur, c'est que ça mène à une espèce de culpabilité. On se croit nul en mathématiques, il n'y a rien de pire dans la vie que les gens qui sont convaincus qu'ils sont nuls, hein. Souvent on fait des maths, quand on dit ça à des gens, ils nous disent oh là, moi les maths c'est pas mon truc. Les gens ont peur des mathématiques parce qu'ils ont peur de cet échec aussi. Et le clown, il relativise ces choses-là. Il permet déjà, il prend l'échec et l'erreur, il l'apprend sur lui. On n'aimerait pas être à sa place quand on regarde un spectacle. Et voilà, je pense que d'être dans une dynamique d'acceptation de l'erreur, de dire que c'est important de se tromper, que c'est pas grave, qu'on va progresser, ça c'est vraiment quelque chose qui est très important. Une dernière chose dont je voudrais parler dans les liens entre les deux, c'est la question de la sortie du cadre, ou c'est peut-être un peu l'inversion, c'est-à-dire de se décaler. On voit bien que, d'abord, tous les plus grands scientifiques, les plus grands génies sont sortis du cadre. On a toujours cru que les objets lourds tombaient plus vite que les objets légers. Non, Galilée vient nous expliquer que non. Le principe d'inertie de Newton, on n'a jamais vu un objet avancer tout droit en étant soumis à aucune force, en fait. Les objets, ils s'arrêtent en général. Non, pourtant, il y a le principe d'inertie. La notion d'éther, le support de propagation de la lumière, ou bien même Einstein avec l'espace-temps. À chaque fois, les grands génies sont des renverseurs de situation. Ils renversent les choses, ils sortent du cadre, ils s'extraient. Hein. Inverser, c'est aussi... on sait que 3 x 7 fait 21, mais c'est aussi important de savoir que 21, c'est 3 x 7, pour simplifier ces fractions, par exemple. Et donc, la sortie du cadre, c'est aussi sortir de sa zone de confort et d'aller
d'aller essayer de se confronter à des choses un petit peu bizarres. J'aime bien un problème de sortie du cadre qui est quand on imagine un personnage qui part le matin à 7h30 au pied d'une montagne, et puis il gravit toute la montagne, et puis il arrive le soir à 19h15 en haut de la montagne, et puis il passe la nuit là-haut dans la montagne, puis le lendemain matin à 8h30, il repart, et puis il prend le même chemin. Et puis, comme il va plus vite en descendant, il arrive à 17h30 en bas. Et la question est, y a-t-il un endroit où il est passé à la même heure? Eh bien, en fait, on peut se triturer la tête assez longuement sur ce problème-là. Il ne semble pas évident. Alors que si on sort du cadre et qu'on se dit, mais en fait, ça revient au même qu'il y ait deux personnes qui soient parties le même jour, et là, on voit bien que nécessairement, ils vont forcément se croiser à un endroit et qu'il sera à la même heure. Donc ça, c'est pour insister sur cette sortie du cadre, ne jamais hésiter, je pense, à décaler les choses, à les faire voir autrement. Et puis la sortie du cadre, c'est aussi le doute, hein. C'est remettre en cause. Et ce doute de soi, c'est tellement dur pour beaucoup d'élèves qui n'ont pas confiance en eux, alors que paradoxalement, alors c'est peut-être un petit peu clownesque de dire ça, mais en fait, on pourrait parler de confiance et de doute en même temps. On a une chanson dans l'île logique où on dit avoir de l'assurance. C'est déjà bien se connaître, évaluer ses compétences, remettre en cause son être. Avoir de l'assurance, c'est douter de soi-même, en fait. Donc, c'est peut-être paradoxal, mais le doute, c'est quelque chose qui est fondamental. D'ailleurs, en mathématiques, alors le clown, lui, il doute tout le temps, mais en mathématiques, il faut douter en permanence. C'est ce que fait le mathématicien, en fait. Il doute. D'ailleurs, parfois, moi, je dis aux élèves qu'il ne faut pas croire leur prof sur parole. C'est très important. C'est-à-dire, le prof, ce qu'il dit, il faut aller vérifier. C'est une chose qui est très importante. Hein, douter, c'est... je pensais à, par exemple, quand on est en montgolfière ou quand on est dans une rivière où il y a un courant, eh ben, on ne sent pas l'air, on ne sent pas le courant parce qu'on est porté avec, justement, et qu'on ne le voit pas. Alors que ce qu'il faut, c'est s'arrêter, il faut se tenir à la berge, et là, on sent le courant. Donc, c'est là où on doute, où on remet en cause. Ce doute, ah oui, j'ai un exemple important. Voilà. Alors, par exemple, quand on met cette équation, alors je suppose que vous la voyez à l'endroit, mais quand on donne cette équation à résoudre aux élèves, ils font très bien ça, puis quand ils arrivent ici, c'est la catastrophe. Et jusqu'en seconde, première terminale, ils n'y arrivent pas à écrire ça. Parce que c'est impossible d'écrire 0 égale 1 pour eux. Pourtant, c'est bien ce que ça donne. Il y en a même qui trichent tellement ils ne sont pas sûrs d'eux, ils écrivent X ici. Parce qu'ils se disent, 2x moins un X, bon, ben, il n'y a plus que le X. Les deux s'en vont. Et ben, là, on les voit à ces endroits-là, les élèves, ils paniquent. Parce qu'évidemment, 0 égale 1, ça ne parle plus de X. C'est comme si on disait... quelles sont les voitures telles que la choucroute est un plat iranien? Bon, c'est difficile à faire, hein, à raisonner ça. Alors qu'en fait, nous, mathématiciens, on sait bien que quelles sont les voitures? Il n'y en a aucune, parce que la choucroute n'est pas un plat iranien. Bon, voilà, j'aurais pu parler de l'autoréférence. Hein. On fait beaucoup en mathématiques des fonctions de fonctions. Le clown, lui, il fait du jeu dans le jeu, du clown du clown. L'autoréférence, on aurait pu penser à Cantor avec l'argument diagonal. Enfin, le fait que les mathématiques, le clown, c'est de l'ordre du jeu aussi. Il y a plein de points communs. Bon, j'en parle pas mal dans mon livre et on peut bien sûr le consulter si on en a envie. Alors peut-être des exemples. En fait, tout ce que je veux dire, c'est que l'inversion, la naïveté du clown, le doute, la question d'avoir des problèmes, etc., ça stimule en fait l'imaginaire et les émotions. Et ça fait qu'on retient mieux les choses. En fait, encore une fois, le cerveau est beaucoup plus émotionnel que rationnel. Quand on dit, par exemple, ce que je disais tout à l'heure, avoir confiance en soi, ça passe par le doute, mais comme c'est paradoxal, on le retient mieux. Ou c'est comme quand on dit que pour être rapide, il faut être lent. Dans une chanson de l'île logique, on dit pour être rapide, il ne faut pas se tromper. Pour éviter les erreurs, il ne faut pas se presser. Pour aller vite, il faut aller lentement. Ben oui, en fait, et on sait bien que c'est vrai, il faut prendre son temps pour pas faire d'erreur et donc finalement pour aller vite. Si par exemple je dis que si on a froid aux pieds, il faut mettre un bonnet, par exemple. Bon, mais ça c'est clownesque parce qu'on se dit qu'est-ce que c'est que cette phrase. Mais en fait, c'est vrai et on le retient bien. C'est vrai parce que le cerveau étant prioritaire pour le corps, il est plus important que les pieds. Ben, si le cerveau est bien au chaud dans un bonnet, eh ben, le corps a le temps de s'occuper de réchauffer les pieds. Un autre exemple,
Si je vous dis que le vélo va plus vite que la voiture, bon ben c'est idiot, on se dit ça va pas. Et pourtant, si on prend ce qu'on appelle les vitesses cumulées, c'est-à-dire que si on tient compte pour qu'une voiture fasse 100 km par exemple, si vous tenez compte du temps que vous avez travaillé pour gagner l'argent nécessaire à payer cette voiture, à payer l'assurance, à payer le gasoil, à payer l'entretien, eh ben on s'aperçoit qu'il faut entre 8 et 9 heures de temps pour faire 100 km. Ça ramène la vitesse de la voiture à 12 km/h et qui donc peut aller moins vite que le vélo. Donc voilà, en donnant des choses un petit peu clownesques, un petit peu renversées comme ça, eh ben, ça stimule les émotions et l'imaginaire. Et donc, en fait, on retient mieux. Ou aussi, parce que c'est drôle, par exemple, ça, on retient mieux aussi. Alors, je voulais vous donner, bien sûr, des exemples de choses, je vous l'avais dit, que nous, on fait dans nos spectacles ou qui sont peut-être parfois faisables en classe. Alors, évidemment, je vais vous dire des trucs dans le désordre, et puis, c'est pas du tout les mêmes niveaux. Alors, j'avais pensé à la théorie des groupes d'Évariste Galois. Nous, dans un spectacle, en fait, les deux clowns, ils se battent en duel, évidemment, parce que Galois est mort en duel. Et en fait, ils font des déplacements dans la pièce, et on additionne nos déplacements et on fait les déplacements contraires. En fait, on fait travail directement sur les vecteurs en se déplaçant. Et ça fonctionne, c'est visuel et on comprend bien qu'un déplacement plus un déplacement donne un autre, etc. On essaye avec les couleurs, bon, ça marche pas parce que quand on additionne deux couleurs, ça fait une autre couleur. Alors ça marche pas parce qu'il n'y a pas d'anti-bleu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de couleur qui mélangée au bleu donnerait le translucide. On parle aussi, toujours pour les groupes, avec les émotions. La tristesse plus la joie, ça fait l'apathie, il n'y a plus d'émotion. Ou alors la frustration plus l'envie égale par exemple la jalousie. Donc on additionne des émotions et puis ça image et ça montre comment on peut traiter la théorie des groupes. On avait aussi, je pense à un truc qui dérange avec quand on est c'est dans le spectacle L'affaire 314 qui est sur le programme de mathématiques du lycée. Et bien quand on a un point et qu'on dit alors ça, c'est l'abscisse. Les élèves ne sont pas du tout d'accord, ils ne comprennent pas. Ils disent, mais non, c'est ici l'abscisse, là. Et donc, c'est là que c'est important de voir qu'en fait, même en terminale, ils se trompent, parce qu'ils ont toujours vu l'abscisse ici. Alors qu'on sait bien que quand je mets mon doigt, en fait, j'indique un endroit, un lieu, donc un point, alors que l'abscisse est un nombre qui représente bien sûr une longueur, et qui est bien cette longueur-là. Alors évidemment, on fait exprès de la faire là plutôt qu'ici. Ça permet de retenir mieux peut-être parfois. Alors qu'est-ce que j'ai noté? Ah ben oui, 12 pommes. Des fois, on a 12 pommes. Alors on a non, on n'a pas 12 pommes en fait, mais on a 3 grosses pommes, 3 petites pommes, et puis il y en a 2 rouges, 2 vertes et 2 jaunes. Bon, j'ai pas pu les mettre là, mais en fait, on dit qu'il y a 12 pommes parce que si on fait 3 grosses, 3 petites, 2 vertes, 2 jaunes et 2 rouges, ça fait 12. Alors qu'en fait, on peut réfléchir qu'il y en a que 6. Et on peut même les ranger 2 par 3 si on a envie. Ah oui, encore des exemples un peu clownesques. Dans un spectacle, on essaye d'expliquer qu'on est sur la Terre et qu'on est en train de tourner vers l'Est. Bon, on se met comme ça et on dit qu'on va à fond là. Et au bout d'un moment, il y en a un autre qui dit on va à fond, on va très vite, mais comment on fait pour s'arrêter? Eh bien, pour s'arrêter, il faut courir par là, vers l'Ouest, dans le sens contraire de la rotation de la Terre, pour être en fait à l'arrêt. Bon, c'est des situations qui sont inversées, qui permettent sans doute peut-être de retenir. Des méthodes clown ou théâtrales de transposition, j'en ai noté une que je trouve importante pour montrer la priorité de la multiplication sur l'addition. Donc c'est évidemment 3 fois 2 plus 4 n'est pas pareil que 3 fois 2 plus 4. Eh bien, on peut faire une transition pour aller dire que, par exemple, on va en cuisine et on va dire que des carottes mixées avec des patates cuites avec des courgettes, ce n'est pas la même chose que des carottes mixées avec des patates cuites avec des courgettes. Parce que dans le deuxième cas, les carottes sont cuites alors qu'elles ne le sont pas dans le premier. Eh bien, on peut aller expliquer dans un univers culinaire, dans un restaurant par exemple, cette histoire de priorité de la multiplication sur l'addition. Alors, on a fait des tas de choses, on a travaillé avec des étudiants aussi sur les suites numériques, avec des machines qui déshabillent ou qui habillent selon le premier terme, c'est-à-dire de montrer que des suites peuvent être croissantes ou décroissantes selon le choix qu'on va faire du premier terme de la suite. On peut faire la démonstration par récurrence avec des gens qui font la queue au cinéma, malheureusement il n'y a plus de cinéma en ce moment.
on peut aborder les nombres complexes dans le plan, on peut faire l'électricité, la topologie, c'est très rigolo d'essayer de chercher combien il y a de trous dans un t-shirt, par exemple, ou combien il y a de trous dans un arrosoir, c'est assez surprenant, on ne trouve pas toujours ce qu'on pense. On peut traiter évidemment des équations aussi, alors ça c'est vraiment du jeu, je ne sais pas si on voit, en fait j'ai fait des petits bonshommes, mais il suffit de mettre une chaise. Et puis, par exemple, là, si on veut faire l'équation 2x plus 3 égale x moins 1, eh ben, on fait 2 élèves qui ont un chapeau, mettons, sur les inconnus, où on met un bandeau des inconnus, plus 3 élèves de face, et puis là, on en met un ici, et puis là, on en met un de dos. Parce que ceux qui sont négatifs, comme le moins 1, on le met de dos. Et après, la règle, c'est que quand 2 personnages sont face à face, donc un de dos et un de face, eh ben, ils disparaissent. Et du coup, après, on fait venir 3 élèves de dos de chaque côté. Et du coup, de ce côté-là, les élèves de dos disparaissent avec ceux-là. On fait venir un personnage masqué de chaque côté. Du coup, il y a celui qui est de ce côté-là qui disparaît. Et ici, il n'y en a plus qu'un. Et on se retrouve bien avec x égale moins 4, c'est-à-dire 4 enfants retournés. Et ça fonctionne très bien, ça, théâtralement, de travailler les équations. Voilà, de faire des équations, pourquoi pas. On peut faire des holas pour parler des ondes et des fréquences. Il y a plein de... ou faire des formes géométriques aux élèves. Moi, j'aime beaucoup, on leur fait faire des carrés, ils se mettent tous en carré. Alors après, il faut voir si le nombre d'élèves, est-ce qu'on peut faire un carré, si le nombre d'élèves de la classe est divisible par 4 ou pas. On peut faire émerger les propriétés du carré. On peut leur demander ensuite de faire un rectangle. En général, ils se déplacent, alors qu'en fait, ils pourraient très bien comprendre que le carré est un rectangle et qu'ils n'ont pas besoin de bouger. On peut faire un cercle avec des homothéties. On peut travailler des tas de choses en mettant toute la classe en groupe comme ça. On peut aussi travailler, alors la symétrie axiale, vous prenez une corde tendue par terre, alors il ne faut surtout pas la mettre parallèle au mur, parce que sinon ça ne fonctionne pas. Il faut la mettre en travers et on met les élèves d'un côté et d'autres de l'autre, ils doivent se mettre en miroir et essayer de faire émerger la propriété de la médiatrice qui passe par les 2 points qui sont l'un en face de l'autre, c'est-à-dire le fait d'être à égale distance et perpendiculaire. On peut vraiment travailler là-dessus. On peut aussi faire, attention, on va montrer la symétrie centrale. Si on fonctionne comme ça, ils peuvent le faire avec le point, les élèves. Et en fait, il y en a un qui bouge, voilà, et l'autre qui doit suivre. Et c'est un jeu, et il y a des élèves, en fait, qui vont y arriver beaucoup mieux comme ça que sur le papier. Alors, bien sûr, on peut aussi faire bouger le centre après. Alors là, ça se complique. Ben oui, attention, là, il ne faut pas sortir de l'écran. Bon, voilà, on peut jouer avec ça, avec des balles pour faire la symétrie centrale. On peut même faire une vraie symétrie centrale. Attendez, une vraie dans l'espace, c'est encore mieux. Là. On voit le centre. Ça, c'est le centre de la symétrie. Donc, allez-y, mettez-vous en symétrie centrale. Ben, oui, elle est obligée d'aller faire le poirier. Et comme ça, ça c'est le poirier sur une main. Comme ça, je vous dis pas, c'est même pas possible, il faudrait tenir sur la tête, on peut pas. Mais on peut avoir, ça donne du jeu de clown. Et ça n'empêche pas de comprendre en fait les propriétés, par exemple, de la symétrie centrale. Il y a un dernier petit jeu que je voulais dire que moi j'ai fait plusieurs fois avec des futurs enseignants ou des futurs instits, mais qui peut se faire aussi avec des élèves, c'est qu'on donne à chacun le nom de l'autre. Bon, ça c'est juste, ils font des rencontres à 2. Et donc on dit à chacun le nom de l'autre, parce que c'est pas terrible d'arriver sur scène en disant bonjour, je m'appelle machin, c'est mieux de dire tiens bonjour Stéphane, et l'autre répond bonjour François. Et donc on donne aux élèves des trucs un petit peu antagonistes et contradictoires. Par exemple, il y en a 2 qui viennent, il y en a un qui s'appelle 0 et l'autre division. Bon, ben, ils se rendent compte qu'est-ce qu'ils ont à se dire. Mais c'est bien d'essayer d'emmener les élèves vers l'espèce de contradiction, la division par 0, qu'est-ce que c'est? Pourquoi c'est pas possible? Ça leur donne un conflit. Ou si, par exemple, on fait se rencontrer parallèles et perpendiculaires, qu'est-ce qu'ils ont à se dire, ces 2 personnages-là? Ou 0 et l'infini, qui sont des contraires, des inverses l'un de l'autre, qu'est-ce qu'ils ont à se dire? Ou, par exemple, vous faites se rencontrer, je ne sais pas, la racine carrée et négatif. Donc, il y a plein de manières, moi, je pense, d'utiliser le clown, le fait
d'être inverse, et puis aussi de mettre dans le corps pour le théâtre. Il y a des choses qui peuvent vraiment se faire en classe, puisque la plupart, vous qui êtes prof, vous êtes quand même un petit peu sur une scène de théâtre aussi, et je pense que voilà, il y a pas mal de choses qu'on peut faire soi-même en tant que prof, et puis aussi qu'on peut faire aux élèves, et voilà, et en tout cas pas hésiter à leur dire de sortir de leur zone de confort et de travailler par eux-mêmes leur imaginaire. Je pense à une phrase qui est de je ne sais plus qui, éduquer, ça n'est pas remplir un seau, c'est allumer un feu. Et moi, je trouve très bien cette phrase, qui peut être une phrase de conclusion. Je ne sais pas quelle heure il est, si je suis dans les temps ou pas. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté et suis prêt à répondre à vos questions dans le temps qui reste éventuel. Merci Cédric. Donc, on va regarder les questions. Avez-vous des questions ? Alors, il y a des collègues qui connaissent ton livre, il y a une collègue qui souhaite t'inviter. Je veux que vous veniez dans mon collège, je fais une demande. Bérangère Crégu, je lui ai envoyé le lien de ton site. Oui, alors mon adresse mail directement, c'est Cédric, voilà. Cédric@ilelogique.fr. Voilà. Il y en a qui aiment bien le tableau volant, voilà. alors. Voilà. Je l'ai mis. Voilà. Merci, et c'est vraiment la notion de clown, c'est vraiment le truc que je trouve important, c'est dans le rapport à l'erreur, en fait. Et trop d'élèves ont du mal dans ce rapport-là. Et je pense que ça peut les aider de voir autrement. Pas de questions, mais le propos était passionnant. Je vais le lire. Je lis le chat. Je n'avais pas envisagé tous ces apports possibles du clown en cours de maths. Et donc, c'est super, passionnant en effet. Merci de nous avoir transmis ta passion. Et donc, merci à vous. Et je suis tout à fait d'accord avec toi que la place de l'erreur est très importante pour nos élèves et apporter de l'émotion. N'hésitez pas de contacter l'Île Logique si vous voulez le faire venir dans vos établissements. Ils seront très ravis de pouvoir proposer leur spectacle. Il n'y a pas de souci. Et puis, il y a un petit spectacle que vous pouvez regarder sur le site internet qui n'est pas dans les spectacles, qui s'appelle Le Stagiaire déjanté. Ça, c'est pour les profs de maths qui sont en lycée. Je viens prendre une classe, mais la classe n'est pas au courant que c'est une sorte de spectacle. En fait, c'est une espèce de canular. Et je travaille sur les fondements des maths, un petit peu les maths modernes, et en faisant une introduction aux nombres complexes. Et c'est assez particulier parce que les élèves sont un peu en empathie avec ce pauvre prof qui a du mal, qui est bon en maths, mais qui ne sait pas trop se tenir dans sa classe. C'est assez cocasse aussi. Bon, merci bien de m'avoir écouté. Merci Cédric, merci à l'Île Logique, merci Marion, merci à toutes et à tous de vos retours sur le chat. Et donc tous les remerciements, tu as beaucoup de remerciements et ils ont ressenti la passion et ils se sentent clowns. J'ai des remarques comme ça, c'est génial. Génial, merci beaucoup. Et donc merci à toi et je te dis à bientôt parce qu'on fera appel à toi pour la 5e édition du festival. Je l'annonce ici. Voilà, avec grand plaisir, ça fait plusieurs fois, donc, ça fait longtemps qu'on se connaît et on t'embrasse bien et on est pressé de se revoir. Et je suppose que David s'associe à moi pour ça. Ok, voilà. Très bien, je vous embrasse. Et donc nous allons passer à la prochaine présentation avec une petite page, on va faire une petite page d'interlude. Merci beaucoup.